Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction de Casablanca, la plus grande ville du Maghreb par sa population, en bordure de l'océan Atlantique. Une capitale qui raconte beaucoup des ambitions du royaume marocain, avec l'une des plus grandes mosquées du monde, la mosquée Hassan II, du nom de l'ancien roi qui a tenu le pays d'une main de fer pendant près de 4 décennies. Casablanca vit ces dernières années une période de modernisation accélérée, avec éradication des bidonvilles qui longtemps symbolisèrent les inégalités profondes de la société marocaine, construction d'un tramway, quartier d'affaires, nouvelle autoroute vers Rabat, lignes de TGV, Casa, Tanger et infrastructures diverses en vue de l'accueil de la Coupe du monde de foot en 2030. Le Maroc de Mohamed VI voit grand pour ne plus être seulement le meilleur allié des Occidentaux en Afrique, mais s'imposer également comme puissance montante du continent africain, peser aussi au Moyen-Orient, le tout avec une obsession diplomatique, vous allez voir, imposer la marocanité du Sahara occidental. Sortons nos cartes. Situé à 14 kilomètres seulement du continent européen par le détroit de Gibraltar, le Maroc est au carrefour de l'Union européenne, de l'Afrique et du monde arabe. Dans ses dimensions reconnues par l'ONU, le royaume, capitale Rabat, compte 36 millions d'habitants sur 447 000 km², avec 2 enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla, qui donnent sur la Méditerranée. L'islam y est religion d'État. Mais le Maroc revendique également 266 000 km², ici, au Sahara occidental. Rabat considère cette région désertique et peu peuplée, aussi grande que le Royaume-Uni, comme son territoire historique et comme sa porte vers l'Afrique. Le Sahara occidental est au cœur de la politique étrangère des 3 monarques qui se sont succédés depuis l'indépendance. Pour le comprendre, faisons un peu d'histoire. Né en l'an 789 à Fès, d'un descendant du prophète, l'empire chérifien est resté indépendant plus de 1000 ans. Depuis le XVIIe siècle, il est dirigé par la dynastie alaouite. En 1912, le Maroc devient un protectorat français et espagnol. En 1956, l'indépendance d'avec la France est pacifique, contrairement à l'Algérie voisine. Mohamed V, sultan devenu roi libérateur, veut émanciper son pays. Vis-à-vis de Paris, il impose le dirham contre le franc. Il réaffirme le caractère arabe du Maroc en adhérant à la Ligue arabe. Enfin, il inaugure une politique africaine autonome lors d'une grande conférence à Casablanca avec le Mali, le Ghana, la Guinée, la République arabe unie et le futur gouvernement algérien. Mais Mohamed V ouvre aussi une ère de tension avec cette carte. Publiée en 1944 par El Fassi, le fondateur du parti nationaliste Istiklal, elle remet en cause les frontières coloniales françaises au profit d'un grand Maroc incluant le Sahara espagnol, la Mauritanie, l'ouest de l'actuel Mali, l'ouest de l'Algérie, jusqu'au fleuve Sénégal. Pour El Fassi, comme pour Mohamed V, commandeur des croyants, s'attribuer le Sahara occidental en particulier est un devoir sacré. 1961, Hassan II succède à son père. En pleine guerre froide, Rabat devient l'allié stable et stratégique de Washington, qui dispose jusqu'en 1978 de bases militaires pour surveiller la Méditerranée. Hassan II présente également le Maroc comme un pont entre Arabes et Israéliens, même s'il favorise Tel Aviv pendant la guerre des 6 jours. Enfin, il se rapproche de la France, qui devient son principal partenaire européen en dépit des atteintes aux droits de l'homme. Ce sont à la fois les années de plomb, avec répression de toute forme d'opposition, et des années de relative libéralisation économique sous influence du FMI. Le Maroc se rêve cheville ouvrière entre Européens et Africains. Hassan II ira d'ailleurs jusqu'à demander l'adhésion du Maroc à la CEE sans succès. En Afrique, en revanche, le rêve du Grand Maroc s'avère explosif. Membre fondateur de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, Rabat s'oppose à ses voisins sur le tracé de leurs frontières. Avec l'Algérie, cela tourne à la guerre des sables. Le conflit porte sur ces terres entre Béchar et Tindouf. Conflit réglé en 1970 par un statu quo. Mais l'opposition Maroc, royaume pro-occidental, contre Algérie, république pro-soviétique, va se poursuivre autour du Sahara occidental.
L'Espagne abandonne brutalement sa colonie en 1975. L'ONU et le Front Polisario, mouvement politico-militaire sahraoui soutenu par Alger, exigent alors un référendum d'autodétermination. Impensable pour Hassan II. Grâce à la Marche verte, il s'approprie avec 350 000 Marocains 80% de ce territoire riche en phosphate. Le reste va à la Mauritanie, vite repris par le Polisario. Cette marocanisation du Sahara occidental est très populaire, permettant au roi de faire oublier sa lourde répression intérieure. En 1984, Hassan II quitte l'OUA, furieux de l'intégration de la nouvelle République arabe sahraouie démocratique, parrainée par Alger. La guérilla avec le Polisario se poursuit, malgré la construction d'un gigantesque mur militarisé avec l'aide d'Israël et l'envoi de casques bleus de l'ONU après 1991. En 1999, c'est la mort du roi Hassan II après 38 ans au pouvoir. Pendant ces années, le Maroc a joué la carte du lien avec l'Occident, on l'a vu, et d'une relative libéralisation économique, à l'inverse de sa voisine algérienne, plus étatiste et surtout frappée par la guerre civile contre les islamistes. Mohamed VI, qui hérite du trône, va maintenir le lien privilégié avec l'Occident, mais avec aussi, vous allez voir, une nouvelle stratégie de diversification de ses alliances. Au niveau mondial, le nouveau roi poursuit les alliances avec Washington, l'Europe et Paris, mais s'ouvre aussi à Pékin et à Moscou. Il joue la carte d'une économie ouverte aux investissements étrangers et au tourisme face à l'Algérie fermée. L'affaiblissement de la Libye post-Kadhafi et de l'Algérie sous Bouteflika permet en parallèle de relancer une diplomatie verticale vers l'Afrique. Dès 2017, Rabat demande à intégrer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et réintègre l'Union africaine. Le Maroc échoue cependant à en exclure les Sahraouis. Mohamed VI multiplie les voyages en Afrique, plus de 50 depuis 1999. Là aussi, il veut isoler les Sahraouis et l'Algérie et renforce le soft power marocain avec des discours anti-guerre en faveur de la stabilité du continent et de son développement. Côté religieux, le roi défend un islam du juste milieu. Pour contrer le salafisme saoudien et le djihadisme meurtrier au Sahel et au Maroc, il favorise la formation de milliers d'imams locaux et africains, finance des mosquées et réactive les confréries soufis modérées comme la Tijaniya, la plus répandue en Afrique de l'Ouest. Son fondateur est enterré à Fès. Économiquement, le Maroc pousse au développement du hub portuaire de Tanger. Regardez l'expansion sur les côtes de Tanger-Med, premier port de Méditerranée et d'Afrique. Idem pour la Royal Air Maroc, devenue seconde compagnie aérienne du continent. Basée à Casablanca, elle dessert 28 destinations en Afrique et prévoit de quadrupler sa flotte d'ici 2037. L'essentiel des échanges du Maroc se font certes avec l'Asie, les États-Unis, l'Australie et surtout l'Europe, plus sûrs et solvables, mais les exports vers l'Afrique ont été multipliés par 15 en 20 ans, avec une condition, que les pays partenaires reconnaissent la marocanité du Sahara occidental. Depuis 2022, Rabat a aussi lancé une zone de libre-échange continentale africaine. Le Maroc y investit dans les banques, les télécommunications, l'immobilier, les médicaments et les engrais, y compris dans les pays du Sahel secoués par les coups d'État. En 2025, Rabat a même proposé à l'Alliance des États du Sahel une initiative atlantique, un futur corridor à travers le Sahara occidental, pour leur permettre d'exporter via l'océan. Rêvant toujours de devenir le pivot entre l'Afrique et l'Europe, Mohamed VI fait des médiations au Sahel, libérant au Burkina Faso 4 otages de la DGSE en 2013. Le Maroc collabore également avec l'Union européenne pour contrôler les flux migratoires venus du sud, notamment à Ceuta et Melilla. En contrepartie, Rabat exige de l'UE qu'elle soutienne ses exigences sur le Sahara occidental. De fait, à partir de 2007, Paris commence à soutenir le Maroc sur la question du Sahara, notamment à Bruxelles et à l'ONU. 2020, Washington reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en contrepartie de la reconnaissance d'Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Alors arrêtons-nous maintenant à Dakhla.
Regardez cette localité du Sahara occidental en 1984. Et voici maintenant Dakhla en 2025, devenue grande station touristique. Pour occuper le terrain sahraoui, le Maroc y investit en effet massivement dans le tourisme, dans la pêche, dans le phosphate, c'est là qu'on trouve les plus grandes réserves au monde, et dans d'autres ressources minières. Tel Aviv, devenu un allié stratégique, y finance la recherche en hydrocarbures, énergie renouvelable et usines de dessalement, tout en vendant armes, drones et satellites espions à Rabat. Les énormes manifestations populaires contre la guerre à Gaza n'y ont rien changé. En 2024, la France a finalement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. En tout, 14 pays européens, dont l'Espagne et l'Allemagne, ont reconnu la marocanité du Sahara. Et depuis novembre 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'y oppose plus. Voilà pour ce voyage au Maroc et cette diplomatie du roi Mohamed VI qui impose la marocanité du Sahara occidental, conserve le lien privilégié avec l'Occident, mais enjoint également, on l'aura compris, d'autres cartes, avec le continent africain notamment. Le Maroc en 2025 figure d'ailleurs dans le top 5 des puissances économiques d'Afrique selon le FMI, derrière le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Pour aller plus loin, cet ouvrage d'un spécialiste du Maroc, Pierre Vermeyren, qui publie Le Maroc en sans question, un royaume de paradoxes chez Talandier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. À bientôt.